Alors la question, les États-Unis ont-ils vraiment utilisé le pouvoir de s'endetter sans fin pour tout acheter? Eh bien la réponse, je suis désolé, c'est oui. Voici quelle a été l'évolution de l'endettement américain public et privé sur une statistique fabuleuse que j'ai trouvée sur l'agence Bloomberg, puisqu'elle remonte à 1915. C'est donc tout le XXe siècle, même le début du XXIe, de 1915 jusqu'à 2010. Et vous voyez donc que nous avons eu ici une espèce de gonflement inimaginable de la dette en 1929, c'était l'ensemble de la dette, tous secteurs confondus, notamment public et privé, notamment les consommateurs. On ne parle pas seulement que de la dette publique. Et puis ensuite, on a eu, à partir de 1944, vous voyez ici cette grande stabilité, c'était justement les effets de Bretton Woods. C'était les effets, justement, de ne pas pouvoir développer la dette autant qu'on le voulait. Et puis, à partir de 1971 et de Bretton Woods, quelques années de latence, et puis une envolée de la création de dettes aux États-Unis. Il faut bien voir que le total de l'endettement public et privé a dépassé 400% du PNB en 2009, dépassé sans doute 500% en 2011. Et je rappelle que ce pourcentage est donc très largement supérieur à celui qui avait été atteint lors de la grande crise des années 30. Et je rappelle aussi que en France, l'endettement public, on focalise toujours sur l'endettement public. Je vous ai expliqué d'où il vient, c'est-à-dire essentiellement de taux de paiement d'intérêt indus que l'on s'est obligé à verser à des banques privées pour faire le même boulot que ce que faisait gratis la Banque de France. Mais sinon, la France est un pays très peu endetté, puisque, au total, l'endettement public et privé de tous les acteurs en France, c'est-à-dire à la fois l'endettement de l'État, des collectivités publiques d'une part, des entreprises d'autre part, et des particuliers enfin, atteint 150% du PNB. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la France est beaucoup, beaucoup moins endettée que les États-Unis. Et pourtant, et donc que la facilité dollar a transformé les États-Unis en une économie d'hyper-endettement. C'est pas la France qui est en faillite, ce sont les États-Unis. D'ailleurs, je faisais cette planche, je la présentais il y a déjà 6 ou 7 ans, dans d'autres cénacles, devant des chefs d'entreprise qui considéraient que j'étais un peu excessif. La suite des événements m'a donné raison. Maintenant, plus personne ne nie, mais rappelez-vous, il y a 4 ou 5 ans, on nous donnait les États-Unis en monnaie. Maintenant, plus personne ne nie ceci. Et justement, pourquoi n'a-t-on pas cessé de nous dire que la France était en faillite et qu'il fallait prendre modèle sur les Américains? C'était le rapport de Camdessus, Michel Camdessus, de novembre 2004, le rapport Pébreau de décembre 2005, L'expansion, la France en faillite, tous ces livres qui sont sortis de Rémi Godot, La France en faillite, 1000 milliards, tous ces livres, toute cette promotion médiatique qui a visé à faire croire aux Français que leur pays était le dernier des derniers. Et quelle était la conséquence de tout ça? Quelle a été la conséquence et quelle est la conséquence que l'on applique actuellement au Portugal? Je vous le disais tout à l'heure, vous savez que le plan de sauvetage, entre guillemets, du Portugal consiste à exiger des Portugais qu'ils vendent leur patrimoine public. Eh bien, c'est pareil en France. Si on nous a fait croire ça, c'est parce que des appétits puissants ont intérêt à nous le faire croire. Si on a fait ça, c'est tout simplement pour nous forcer à vendre notre patrimoine. C'est pour ça que la France est au pillage comme les Portugais. Ici, vous avez un aspirateur américain qui fonctionne sur une monnaie de singe qui est le dollar, et on explique aux Français, qui sont pourtant beaucoup moins endettés, qu'ils sont super endettés. Alors, je vais prendre un exemple, monsieur. Vous trouvez, moi je connais une vieille dame, et ça c'est un exemple vrai, je connais une très vieille dame, elle a 102 ou 103 ans, elle est propriétaire d'un manoir qui est à côté de Dinard, en Bretagne, qui est au bord de la mer, c'est un parc avec des arbres centenaires. Et elle a un accès direct à la plage. C'est quasiment une plage privée. Vous savez qu'il n'y a pas de plage privée en France, c'est interdit. Il y a notamment par les lois sur la protection du littoral. Mais de fait, de facto, comme on ne peut pas y avoir accès très difficilement par d'autres, c'est quasiment sa plage privée. Elle a 2 ou 3 hectares, des arbres centenaires et un manoir en granit de Bretagne.
Et cette dame, elle voit passer régulièrement des agences immobilières les unes après les autres qui lui proposent. Elle a des Américains, elle a des Saoudiens, elle a des ci, elle a des ça, des princes arabes, des manias hongkongais, tout le monde veut lui acheter. Et il n'y a pas de limite. Le problème, c'est que cette dame, elle a 103 ans, c'est son truc, et elle ne veut pas le vendre. Elle est têtue comme une mule. Ah, c'est son droit. Elle ne veut pas le vendre. Donc ça, c'est le dernier obstacle. Et comment pouvez-vous forcer à vendre quelqu'un qui ne veut pas vendre? Eh bien, les Américains, ils ont trouvé la solution. Il faut faire croire à la personne qu'elle est en faillite. Donc il faut aller voir la dame, qui évidemment à 103 ans, elle n'a plus tout à fait toutes ses facultés, quoique. Et il faudrait aller la voir en lui disant « Mais mamie, t'as pas payé ta taxe foncière. Et là, t'as vu, t'as un découvert à la banque, mais mamie, t'es très très en faillite. » Et si la mamie, elle a un peu perdu la tête, elle dit « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire ?» Mamie, il n'y a pas d'autre solution que de vendre. Et si elle a un peu perdu la tête, elle va en effet vendre ce qu'elle ne voulait pas vendre, parce qu'on lui a fait croire qu'elle était vraiment en faillite. Mais c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Les Américains, qui sont 4 à 5 fois plus endettés, la société américaine, que la société française, mais qui détiennent tous les médias en France, forcent la France à vendre ses autoroutes, EDF, Gênes+, des tableaux de mail, des immeubles appartenant à l'État. Et qui est-ce qui rachète? Pas que. Il y a aussi des Chinois, des Indiens, etc. Mais essentiellement des fonds de pension américains, dont l'argent ne vient que d'une escroquerie générale. Donc ça, c'est quand même l'une des choses, enfin, c'est l'une des plus grandes escroqueries mondiales qui existent, c'est que nous sommes en train de vendre notre patrimoine à des représentants, à des émanations, à des sociétés émanant d'une société beaucoup plus endettée. Alors, il faut comprendre comment ça marche pour bien comprendre le mécanisme. Par exemple, vous avez American Funds, qui est un fonds de pension, celui de tous les pensionnés, de tous les fonctionnaires retraités de Californie. American Funds a pris des plaques dans le capital de Veolia Eau, de Vivendi Eau, de Thales, qui est une entreprise française en matière d'armement, de Schneider Electric, de Michelin, de Bouygues Télécom, du groupe Accor, notamment. Au passage, puisque American Funds doit détenir environ 20 à 25% de Bouygues, ce que je dis là ne sera jamais dit sur TF1. Ben oui, puisque TF1 est possédé par Bouygues. Donc au deuxième niveau, American Funds peut mettre son barrage. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Il faut bien comprendre pourquoi est-ce que moi je suis barré de la télévision. Parce que ça, ce que je vous dis là, c'est d'une importance capitale, c'est le cas de le dire. C'est d'une importance capitale. Jamais Madame Le Pen, qui d'ailleurs n'y comprend rien, ne dira ça. Jamais. Jamais. C'est le deal. Monsieur Le Pen, pareil. Monsieur Mélenchon aussi fait des ronds dans l'eau, mais jamais. Monsieur Besancenot, Madame Laguillet, tous ces opposants d'opérette, jamais n'expliqueront ce qui se passe en réalité. Et comment nous sommes en réalité siphonnés par les Américains. On va voir par exemple ce que ça donne en matière d'eau. En matière d'eau à Paris, voici l'évolution du prix de l'eau à Paris en francs. Jusqu'en 1986, c'était une gestion publique. Et puis on a considéré, à partir de 86-87, avec l'ineffable Chirac, et puis des grandes campagnes de presse, on nous a expliqué que c'était absolument ringard d'avoir une régie des eaux municipales. C'était vraiment le comble de la ringardise. En revanche, ce qu'il fallait, c'était beaucoup plus chic, beaucoup plus efficace, c'était d'avoir des gestionnaires privés. Donc M. Chirac a donné une partie de Paris, la rive nord, à Veolia et la rive sud à Vivendi. Enfin, ça s'appelait la Lyonnaise des Eaux et la Générale des Eaux à l'époque. Ça a seulement changé de nom. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, depuis, moi j'habite à Paris, je peux vous assurer que c'est toujours la même flotte. Mais alors, il n'y a rien de changé. Simplement, ce qui a changé, c'est que depuis que la gestion municipale de l'eau a été déléguée à des gestionnaires privés, le prix de l'eau a augmenté de plus de 300%. Et pour qui? Pour qui? Eh bien, pour les actionnaires. Et c'est qui les actionnaires?
Eh bien, les actionnaires, c'est en particulier American Funds. Donc l'intérêt des retraités américains qui ont investi leur argent dans le fonds Capital Research, c'est que les dirigeants des entreprises privées auxquelles a été cédé le service public augmentent sans arrêt le prix de l'eau facturé aux Parisiens, de façon à recevoir de dividendes de plus en plus confortables. Donc vous comprenez le mécanisme. Avec de la monnaie de singe, on achète des sociétés qui sont des sociétés bien réelles et qui procurent chaque année, on passe à la caisse et c'est le jackpot tous les ans. Alors on va investir là-dedans. Vous savez que les entreprises autoroutières ont été vendues également. Là aussi, des fonds largement américains. Et donc on va traire la bête. Les autoroutes, EDF. EDF a présenté le truc extraordinaire, c'est l'électricité la plus compétitive d'Europe. À la demande de Bruxelles, nous sommes en train de privatiser EDF. Pareil pour GDF, vous avez vu que le gouvernement, sur la demande de Bruxelles, a ouvert le marché du gaz en France à Goldman Sachs et à Lehman Brothers. Non, à JP Morgan, pardon, Lehman Brothers a fait faillite. À JP Morgan et Goldman Sachs, qui sont des groupes financiers qui n'ont aucun rapport avec le gaz. Et quelles sont les conséquences que nous en percevons actuellement? Eh bien, c'est constamment une augmentation du prix du gaz et bientôt de l'électricité. Nous sommes devenus les vaches à lait des fonds de pension américains qui investissent grâce notamment aux directives européennes, les directives européennes étant libre circulation des capitaux, libre rapatriement des dividendes et puis privatisation de tout ce qu'on auprès de qui? Eh bien, auprès d'un pays qui, lui, peut émettre autant de billets et de monnaie qu'il le souhaite. Est-ce que vous avez compris le mécanisme? Est-ce que vous avez compris comment on est en train de se faire plumer, mais plumer de chez plumer, comme dirait mon fils? Au groupe endetté, la France vend son patrimoine national, ses services publics, lequel est souvent racheté par les Américains qui sont infiniment plus endettés que nous. De Gaulle avait tout compris. Un jour de 63, il avait dit à Perfit, « En somme, nous payons les Américains pour qu'ils nous achètent. » Ça se passe comme ça chez McDonald's. Pourquoi aucun journaliste, aucun ministre, aucun expert ne s'étonne-t-il de cette situation? Jamais. Tout simplement parce que les journalistes, ils sont employés par Bouygues, ou ils sont employés par Lagardère. Lagardère, au capital de Lagardère, qui détient Europe 1, qui détient les NMPP, qui détient le Parisien, qui détient Paris Match, 60% du capital de Lagardère sont détenus par des investisseurs internationaux. Alors pareil pour le Figaro détenu par Dassault, etc. Donc l'ensemble des médias français, des médias de masse, ont été investis par ça. Donc je rappelle que tout ceci se fait avec la complicité extrêmement active de la Commission et de l'Union européenne. C'est l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence. Alors ça, les gestions de services d'intérêt économique général, c'est ce que les européistes ne veulent plus appeler services publics, parce que c'est un mot obscène, paraît-il. Donc on parle de services d'intérêt général. La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse en tant que de besoin les directives ou décisions appropriées aux États membres. Donc nous n'avons plus d'autre possibilité que de nous faire plumer. C'est donc la raison numéro 7 de sortir de l'Europe. Si nous voulons préserver nos services publics, préserver leur rôle de cohésion sociale et de justice sociale entre les citoyens, c'est très important pour les Français. Que ce soit la Poste, SNCF, EDF, GDF, alors il faut que la France dénonce juridiquement plusieurs articles des traités européens, notamment ceux sur la libre circulation des capitaux, dont j'ai déjà parlé, mais aussi l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.